Nouvelle vidéo pour parler de l'après, après le confinement et donc du déconfinement. Comment ça se passe dans le groupe au coffre? Comment s'est passée la reprise, le retour dans les bureaux? Bon, nous, de toute manière, on n'avait jamais arrêté, donc la reprise, ça se qualifie surtout par un retour de certaines équipes physiquement dans nos locaux pour assumer des tâches qui ne pouvaient pas se faire ailleurs que dans les bureaux, mais globalement, ceux qui devaient rester en télétravail le sont restés, et ceux qui se sentaient plus à l'aise à travailler avec des collègues sont revenus. Voilà, c'était relativement ouvert sur ce genre de sujet. Et là où nous, on est plutôt très très contents, et là c'est parce que la Poste a enfin repris un petit peu son activité, on a enfin, nous, passé notre pic du nombre de colis accumulés qui devaient être délivrés. Donc ça, c'était un petit peu une grande fête, c'est d'être maintenant sur un nombre de colis qui est décroissant. Voilà. Donc aux actus, on entend le pic du Covid qui est passé et aux urgences, c'est décroissant. Ben, nous, c'était le pic de colis. Et maintenant, on arrive à livrer plusieurs dizaines de colis tous les jours. C'est reparti et on sait que d'ici à peu près 15 jours, 3 semaines, on sera rentré dans un flux normalisé. Donc ça, c'était vraiment le gros enjeu de cette reprise. L'activité normale, elle, n'a jamais vraiment changé par rapport au service qu'on apportait à nos clients, même s'il y en avait sur le coup 10 fois plus. Mais c'était clairement la problématique de livraison qui, elle, était un sujet et qui, aujourd'hui, n'en est plus un, puisque c'est réglé. C'est ça, la logistique du transport en France notamment et dans une petite partie de l'Europe refonctionne tout à fait normalement. Exactement, ça a repris ses droits. Alors, deuxième sujet, le cours de l'or, déconfinement, la crise en Europe qui est en train de s'amenuiser, s'amoindrir, mais qui est très présente sur le continent américain. Que fait le cours de l'or? Comment réagit-il? Il reste relativement haut, très haut même, surtout en euros. Oui, parce que là, on est quand même dans un entre-deux. On est entre une fin de crise sanitaire en Europe et avec les débuts ou l'appréhension d'une crise économique en suivant. Donc le cours de l'or, lui, se positionne dans cet entre-deux. C'est-à-dire, je suis là, je suis en posture d'attente, donc le fameux bouclier dont je parle à chaque fois, il est dans cette logique et il est prêt à opérer. Donc aujourd'hui, on est sur un cours voilà, qui est dans une forme de canal, qui ne sait pas aller plus haut, qui ne sait pas descendre plus bas, qui est très neutre, et pourtant pris dans des forces opposées très fortes. Donc d'un côté, des gens qui sont très très acheteurs, plutôt dans l'univers financier, sécurité, etc., pour sécuriser une autre forme d'épargne ou d'investissement. Et de l'autre côté, par contre, une grosse dégradation des achats de l'or dans une logique bijoux, industrie, parce que tout simplement les gens ne veulent pas se marier voilà, sont dans une posture qui ne permet pas de le faire correctement, donc on n'achète pas de bijoux. Et puis des industries qui n'ont pas encore totalement redémarré, donc qui nécessitent probablement en ce moment un peu moins d'or. Voilà, donc on est dans cet entre-deux. Et puis alors on suit les ETF. Vous nous disiez il y a un mois et demi que la couverture des ETF suivait le virus. Donc normalement, il devrait y avoir une grosse couverture d'ETF sur le continent américain en ce moment. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, ça s'est vérifié. Voilà. Ce qu'on imaginait à l'époque, c'est produit. Donc, il y a de cela un mois et demi, on voyait l'Europe qui battait des records de couverture d'achat d'or physique pour les ETF. Et à ce moment-là, on s'imaginait que le prochain record puisse être battu par les Américains au moment où, on va dire, l'épicentre du virus se situerait en Amérique du Nord. C'est exactement ce qui s'est passé. Et là, ils ont explosé les compteurs. Déjà à l'époque, on s'étonnait de voir 80 tonnes de couverture or pour les ETF achetés par les seuls Européens. Là, on est aux alentours de 140 par l'Amérique du Nord. Donc, c'est extrêmement élevé. Et au passage, d'ailleurs, l'Europe est revenue à un niveau relativement bas, voire faible. Donc là, on a eu vraiment un effet couverture hors physique, donc adossé aux ETF, dans une logique de contrepartie ou de garantie par rapport à un risque sanitaire dans la zone dans laquelle on se trouvait. Là, c'est clairement avéré. Il y a quelque chose qui est quand même difficilement compréhensible, c'est que pendant ce temps-là, les marchés, donc les bourses, sont pas du tout à la rue. C'est-à-dire que les indices sont plutôt assez en forme. Donc il y a de la grosse couverture en ETF, en or,
et les marchés sont aussi assez élevés. On se retrouve un peu dans la même situation qu'à la fin de l'année 2019. Oui, c'est exactement ça. Donc certains pourraient dire que les marchés sont dans une posture qui est un petit peu irrationnelle. Pour autant, certains ont dû se dire, j'ai eu des valeurs qui étaient relativement dégradées. Je pense qu'il est peut-être temps de les racheter parce que je joue un monde qui redémarre pour demain ou après-demain. Mais pour autant, je sais que les dangers sont présents. Pourquoi en ce moment, on a quand même une crise de nouveau entre les US et la Chine. La Chine et Hong Kong, on sait que c'est un petit peu compliqué. Donc les tensions sont là, elles sont exacerbées. Donc quelque part, l'or continue à être acheté dans cette posture de couverture. Donc en fait, il joue les deux cartes en même temps. C'est je vote à droite, je vote à gauche. Il y en aura bien un des deux qui gagnera et dans tous les cas, je serai. Voilà, c'est un petit peu cette posture un petit peu des traders aujourd'hui qui reconstituent aussi leur stock parce qu'il faut se dire que lorsque au mois de mars, il y a eu les énormes chutes connues sur les bourses mondiales. À ce moment-là, beaucoup vendu. Mais ce stock d'or qu'on a vendu, comme je l'expliquais à l'époque, on ne le vend qu'une fois. Donc ce qui a été vendu ne peut plus être revendu en cas de nouvelles chutes. Donc il faut le reconstituer. C'est ce que j'expliquais à l'époque. L'or, il faut le voir comme une forme de carburant qui est consommé lors d'une crise. Mais ce carburant, si vous l'avez épuisé, bien, il faut faire le plein. Donc là, en ce moment, on a des traders qui sont en train de faire le plein d'or dans une logique de peut-être un prochain crack qui pourrait abîmer le reste de leurs investissements. On va rester sur le continent américain, plutôt au sud cette fois-ci, avec le Venezuela, qui est en train de hurler très très fort que la Banque d'Angleterre est en train de le spolier et de ne pas vouloir lui rendre son or. Alors comment ça se fait d'abord que le Venezuela a son stock d'or dans les coffres de la Banque d'Angleterre? Alors ça, c'est un sujet vraiment que j'adore et c'est important en fait de remettre en perspective tout ça. Parce que c'est vrai que si on fait une lecture premier degré, on va dire, ben voilà, l'Angleterre, et donc quelque part les US, ne veulent pas rendre l'or des Vénézuéliens. Bon, ok. Alors, on va voir que les choses sont plus complexes. D'abord, je vais expliquer pourquoi on fait conserver son or par un pays tiers. Pourquoi on le fait conserver par un pays tiers? Parce que quand vous souhaitez vendre cet or à un autre pays ou l'échanger contre autre chose, c'est le mettre en garantie. Voilà, ou le mettre en garantie. C'est beaucoup plus compliqué quand vous l'avez dans vos propres coffres. Parce que si vous l'avez dans vos propres coffres, imaginons le Venezuela doit un paiement au Portugal, par exemple, et ils ne savent pas se payer autrement qu'en or. Parce que, imaginons, Venezuela, c'est le cas, ne peut pas payer en dollars, ou imaginons le Portugal aurait un problème avec l'euro, etc. Bon, voilà. À ce moment-là, on décide de se payer avec de l'or. Mais faire transiter de l'or d'un pays, d'Amérique du Sud jusqu'à l'Europe, etc., ça peut paraître simple, parce qu'on prend un avion, c'est vite fait. Mais finalement, c'est relativement complexe, parce qu'on doit tout s'entendre, tout doit être au carré, cet or ne doit pas disparaître, il ne doit pas être détourné, etc. Donc, qu'est-ce qui a été décidé? Mais là, ce n'est pas nouveau, c'est très très ancien. C'est tout simplement que ce soit un pays tiers de grande confiance qui détienne cet or. Et lui, si le Venezuela doit quelque chose au Portugal, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un lingot dans la rangée Venezuela et 50 cm à côté, il la place dans l'étagère Portugal. L'opération est faite, c'est noté sur un registre, c'est plié en quelques minutes et la transaction est faite parce que les deux pays s'étaient entendus là-dessus. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, un petit peu plus moderne, c'est les swaps sur l'or. Alors, swap sur l'or, on va dire que c'est une version marché financier de ce qu'on appelle très basiquement le nantissement. C'est-à-dire que vous avez un stock d'or et avec ce stock d'or, vous pouvez emprunter un volume égal ou supérieur à la valeur de ce stock d'or. Donc ça, par exemple, le Venezuela, justement, l'a fait de nombreuses fois. L'une des seules richesses qu'il avait, qui était entre guillemets mobilisable, était justement cet or. Et pourquoi ils avaient réussi à faire ces différents emprunts? Parce que justement cet or n'était pas dans leur coffre, mais il était bien dans la Banque d'Angleterre. Parce que s'il avait été dans leur coffre, on pourrait imaginer que cet or, aujourd'hui il y est, qui nous dit que demain il n'aura pas été volé,
pris par un quelconque dictateur, etc. Et puis aller envoyer des experts pour aller vérifier dans les coffres de la banque du Venezuela. Voilà, c'est comme envoyer des experts pour vérifier les centrales nucléaires iraniennes. On peut voir quelque chose, mais c'est pas dit que ça soit la réalité de ce qu'on voit. Donc le problème, il est là. Au moins, les Anglais, eux, ce qu'ils ont, c'est des bars qui sont certifiés pour le Venezuela, qui appartiennent au peuple vénézuélien, et c'est des vrais bars, c'est du vrai or. Parce que pareil, ça s'est vu, les banques centrales qui stockaient des lingots qui n'en étaient pas, ça s'est vu aussi. Donc voilà. Voilà pourquoi déjà, donc, on stocke ça dans des pays tiers, et globalement, ça marche plutôt très très bien. Voilà. Et on est bien d'accord que cet or stocké dans le pays tiers appartient bien au pays qui en est le propriétaire. Et évidemment, là, à ce moment-là... Donc, si je veux le récupérer, je le récupère. Oui, mais qui, toi? C'est ça la vraie question, c'est est-ce que c'est toi, le peuple vénézuélien, mais on n'a pas 3, 4 millions ou 30 millions de personnes qui vont se déplacer pour la récupérer, ce qui leur appartient, ou toi, dictateur ou personne à un poste donné mais qui n'est peut-être plus légitime et qui, dans ce cas-là, œuvre au nom de qui? Au nom du peuple ou en son nom? Et d'ailleurs, cet or, il est à quel usage? Et là, dans le cas présent, on a donc le gouvernement Maduro qui explique, voilà, vous nous rendez nos 1 milliard de contre-valeurs, 1 milliard de dollars, hein, pour nos tonnes d'or qu'il y a chez nous, parce qu'on va s'en servir pour régler nos problèmes de crise sanitaire, Covid-19, etc. Donc cet or, vous en envoyez la contre-valeur au PNUD, donc voilà, qui est un programme des Nations Unies, etc. Oui, mais en fait, on sait qu'après, par mouvement de flux, cette valeur peut tout à fait donc arriver évidemment au Venezuela, mais peut-être pas être nécessairement utilisée pour acheter des masques. Parce qu'aujourd'hui, le peuple vénézuélien, il a différents problèmes. Le problème quotidien, c'est déjà avoir du carburant. Alors, ce qui est quand même le plus drôle, c'est que c'est quand même le pays avec les plus grandes réserves de pétrole au monde, mais c'est des gens qui ne sont pas capables d'avoir du pétrole raffiné, donc de l'essence. Donc aujourd'hui, toutes les stations de service du pays sont à l'arrêt parce qu'il n'y a plus d'essence. Donc là, aujourd'hui, un des sujets du gouvernement Maduro, c'est d'avoir de l'essence. Mais au passage, ils ont un petit sujet, c'est qu'ils veulent aussi payer des missiles, parce qu'ils ont besoin d'orienter des missiles vers ceux qui pourraient les ennuyer. Mais quand je dis eux, ce n'est pas nécessairement le peuple vénézuélien, qui aujourd'hui n'est plus en état de manifester ou de dire quoi que ce soit, parce qu'ils ont faim. Donc ceux qui ont un problème aujourd'hui, c'est surtout Maduro qui, lui, a peur de se faire éjecter et de se retrouver en exil en Turquie ou en Iran. Donc lui, aujourd'hui, sa monnaie, et on peut partir du principe qu'aujourd'hui, la 3e monnaie opérationnelle au monde, à l'instant où on se parle, vu la quantité de flux qui se passe entre pays, entre guillemets interdits de dollars, c'est l'or. Et donc, typiquement, cet or, aujourd'hui, il sert le Venezuela pour payer de l'essence qui arrive d'Iran, donc avec des pétroliers, ou des missiles qui arrivent aussi d'Iran, avec le même style de transport. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. Les réserves des Anglais à exécuter la demande des Vénézuéliens. Eh bien oui, parce que cette demande des Vénézuéliens, c'est avant tout la demande de Maduro. Et si on demandait au peuple vénézuélien de quoi il a besoin à l'instant où on se parle, lui, il a besoin de manger. Ok, il a besoin d'essence, mais le peuple vénézuélien, il serait en droit de dire, mais pourquoi il y a 20 ou 30 ans, vous n'avez pas fabriqué des raffineries plutôt que d'envoyer dans des raffineries au Texas pour que l'essence revienne raffinée chez nous, alors qu'on a du pétrole. Donc c'est ça un peu les questions que légitimement le peuple vénézuélien pourrait se poser s'il avait la force de le faire, et ce qui est malheureusement pas le cas. Donc voilà, la réponse n'est pas si évidente, parce que c'est vrai que de premier degré, on pourrait dire, voilà, c'est une spoliation, c'est un vol, mais ce n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que la Banque d'Angleterre a joué son rôle de tiers de confiance, et in fine, qui est son client? C'est pas Maduro. Son client, c'est le peuple vénézuélien. Et aujourd'hui, le peuple vénézuélien n'a pas nécessairement sa parole, parce que déjà, le peuple vénézuélien, si on lui demande, visiblement, il avait plutôt élu Guaido, donc il devrait être aujourd'hui le président légitime. Et si on leur repose même la question en ce moment, il serait plutôt d'avis à ce qui est peut-être les militaires qui arrivent au pouvoir pour remettre les choses au carré, parce que maintenant, plus rien ne fonctionne. Donc c'est à ce moment-là, dans une logique de reconstruction, qu'il faudrait que cet or soit débloqué pour aider le pays à se reconstruire, et peut-être pas nécessairement aujourd'hui, entre guillemets, pour payer les dettes de jeu de Maduro.
Alors, je sais que cette histoire, elle vous plaît parce qu'on parle de tiers de confiance et d'or. Et tiers de confiance et or, c'est très proche de au coffre. Oui. Donc, si on bascule cette histoire sur je suis client au coffre, vous êtes le tiers de confiance qui détient mon or et je veux le récupérer, ou quelqu'un veut le récupérer, et comment vous vous Eh positionnez? bien, le sujet il est là. C'est quand il y a quelqu'un qui veut le récupérer. Et ça peut arriver potentiellement tous les jours. Vous êtes, imaginons, client chez ocoff.com. On garde pour vous 20, 30 000 euros d'or, tout se passe bien, etc. Et vous décédez. Mais nous, on ne le sait pas. On n'est pas censé savoir que vous êtes décédé si personne ne nous l'a dit. Si aucun notaire nous a contacté, si aucun enfant nous a contacté, on n'est pas censé le savoir. Et vous, de votre vivant, qu'est-ce que vous aviez fait? Vous aviez donné vos mots de passe à votre sœur, parce que vous l'aimez bien, votre sœur, vous l'aimez bien, et vous lui avez donné vos mots de passe. Mais pour autant, dans votre héritage, ce n'est pas votre principal ayant droit, parce que votre principal ayant droit, ce seront vos enfants et vos petits-enfants. Voilà. Et vous décédez. Et votre grand-tante, enfin votre sœur avait... Elle appelle. Elle nous appelle. Elle dit, Normal. elle ne nous appelle pas d'ailleurs. Peut-être qu'elle va se connecter, etc. Elle va faire des opérations. Mais là, quel doit être le rôle de Ocoff? C'est de dire, stop, vous êtes qui? Notre client, c'est monsieur Untel. Alors visiblement, c'est votre frère. C'est la seule personne qui est habilitée à faire une telle opération. Et s'il est décédé, les seules personnes qui sont habilitées à jouir de ce qu'il possédait chez nous, ce sont les héritiers. Vous en faites peut-être partie, mais vous n'êtes pas la seule personne. Donc à ce moment-là, nous, quel est notre devoir? C'est de bloquer le compte, de stopper et de dire maintenant, tant qu'il n'y a pas un jugement ou une validation par une ouverture de testament, etc., de validation en tout cas de tout ça, on ne fera rien. Et donc nous, sur ce genre d'opération, pour qu'au final les familles ne soient pas spoliées au profit d'une personne, la fameuse tante Sarah qui voulait tout récupérer pour elle, elle était très appréciée de son frère, mais visiblement un peu moins de ses neveux et nièces, et bien pour éviter ça, nous on bloque le compte, voilà, et on attend que le notaire ait réconcilié tout ça. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des mois, des fois ça peut prendre des années, mais l'idée c'est qu'à la fin, les personnes qui étaient légitimement en droit de récupérer tout ça puissent le faire pleinement. Et en fait, voilà, si on transpose sur ce fonctionnement international, eh bien voilà, donc on va dire la Banque d'Angleterre, ça pourrait être au coffre. Il y aurait dans ce cas un tribunal international qui va juger de qui sont les ayants droit de cet or. Et peut-être qu'un des jugements sera de dire stop, on attend, parce qu'en fait, les personnes qui vous demandent cet or aujourd'hui ne sont pas les bonnes, elles ne sont pas légitimes. Ce n'est pas le peuple vénézuélien, c'est une personne qui est aujourd'hui en place, qui est au pouvoir, mais qui ne représente qu'elle-même. Donc voilà, attention aux lectures premier degré, qui nous rappellent, nous, des choses. C'est vrai que dans l'esprit français, on se rappelle des Allemands qui nous interdisaient de détenir de l'or. On se souvient aussi des Américains dans les années 30 dont l'or a été spolié par l'État. Donc de suite, ça résonne très fort. Mais attention, prendre un petit peu de distance. Des fois, en voulant mettre à disposition quelque chose à l'un, en fait, on en spolie un autre qui est le véritable ayant droit, bénéficiaire. Ouais. Et pour les individus, n'oubliez pas de rédiger ou déclarer vos directives. Allez voir un notaire, c'est fait pour ça. C'est une profession qui a ce rôle-là de justement définir qui est ayant droit et qui est bénéficiaire légalement. Ça simplifie les choses. On va passer à la création du moment, parce que pendant la crise, la création continue. Vous lancez une nouvelle collection de Veramax, une collection Veramax Londres. Pour quelle raison? D'où est venue cette idée et pourquoi Londres? Alors, nous déjà, la gamme de pièces de type Veramax est une gamme de pièces qui a très très bien marché. Donc on répondait à un besoin. Et le besoin de base, c'était de pouvoir avoir une pièce d'un grammage assez faible, voulant dire donc d'une valeur relativement faible, qu'on puisse avoir soit en coffre en France ou recevoir à la maison, ou l'avoir à la maison et la renvoyer en coffre. En fait, pouvoir faire toutes les possibilités
offertes par notre système, et avoir une pièce qui soit évidemment intéressante sur le plan fiscal, qui puisse être belle à regarder et qui puisse être sécurisée. Donc ça, c'était les principes de base de toutes les Veramax qui sont sorties. Mais on voulait aller plus loin. On voulait aller plus loin dans quelle posture? Déjà, on voulait que cette pièce puisse avoir un rayonnement plus international. Et donc ça passe nécessairement par du cours légal. Donc là, toujours avec un des pays avec lequel on a de bonnes relations, là c'est le cas de Gibraltar, on a décidé de faire un cours légal avec Gibraltar. Donc là, c'est une pièce qui a une valeur de 10 livres de Gibraltar. Alors évidemment, ce n'est pas des pièces qu'on achète pour la valeur légale, parce que ça va pas être, on n'aura pas envie de monnayer ça localement. On ne va pas aller à Gibraltar et payer ses vacances avec. Ou acheter un vélo. Ou acheter un vélo. Non, ça n'a pas grand intérêt. On pourra l'acheter plutôt avec sa Veracarte. Et là, on sait qu'on aura une compte-valeur qui fonctionne mieux. Voilà, on va l'acheter parce que donc cette pièce, on sait qu'elle aura un rayonnement international. Donc nous, on va œuvrer dans ce sens. Donc ça fait partie des projets futurs aussi, c'est de développer plus fort la gamme Veravalor au sens large pour lui donner une meilleure reconnaissance internationale. Donc ça passe donc par un remplacement systématique de toutes les pièces de type jeton que l'on pouvait avoir par un équivalent à cours légal. Voilà, donc ça commence avec la Veramax. Il y en a une dans très peu de temps prochainement qui va sortir aussi et dont on parlera un petit peu plus tard. Aujourd'hui, voilà, on s'intéresse plutôt à cette petite pièce de 1/10 d'once. Donc voilà, 1/10 d'once, voilà, 3,10 g, 21 mm de diamètre, plutôt fine. Bon voilà, c'est une pièce en or. D'un côté, on a les armoiries de Gibraltar. Et de l'autre côté, pour les deux premières pièces de la collection qui en comptera 6 sur Londres, on va voir donc Tower Bridge, voilà, qui est un des monuments les plus connus de Londres. C'est aussi d'ailleurs le pont le plus connu au monde. Et la deuxième, c'est la relève de la Garde, qui est un événement quotidien, qui est en soi un monument du patrimoine anglais, puisque ce sont ces deux soldats qui se relaient devant Buckingham pour garder Buckingham. Alors c'est aussi un projet artistique, parce qu'il y a d'abord des photos au départ, et puis après il y a le designer. Une pièce a une histoire, et même celle-là a une histoire, alors que c'est une pièce tout à fait contemporaine et récente, puisqu'elle sort dans quelques jours. Oui, ce sont des pièces dans lesquelles on veut mettre du sens. Parce que une pièce telle que la Veramax, qui est donc une pièce qui est à la fois sécurisée, une pièce qu'on achète pour épargner, pour investir, on la veut aussi pièce de collection. C'est-à-dire que c'est une pièce qu'on va acheter parce qu'on va la trouver belle, intéressante. Et comme nous, on sait les faire en petite quantité tout en ayant des prix à peu près corrects par rapport au poids qu'elle peut avoir et nous, les coûts que ça représente, c'est une pièce qu'on va pouvoir donc collectionner. Et on sait qu'après, il n'y en aura plus. Donc on essaie d'en faire dès le départ plutôt très belle, très appétante. Et donc c'est pour ça qu'on apporte un soin assez précis pour que cette pièce, qui se veut populaire, n'enlève pas quand même de qualité sur le plan du design. Donc on a notre designer habituel, Eric, canadien, que tout le monde connaît dans l'univers Veravalor, puisque c'est lui qui a designé quasiment 100% de toutes nos créations. Les photos, on a fait un reportage photographique à Londres pour ne pas avoir cette problématique peut-être d'avoir les photos d'un tiers qui pourraient susciter des problèmes de droit ou quoi que ce soit. On s'est dit, on va faire le job jusqu'au bout. Même les photos, c'est nous qui les prenons parce que c'est notre projet, c'est notre travail. Donc voilà, ça donnera lieu d'ailleurs, une fois que la collection sera complétée, à l'édition d'un petit livre qui reprendra les photos originales et des vues des différentes pièces qui ont été tirées de cette collection. Alors, je ne peux pas encore révéler le nom des cartes suivantes. Ça fera un très beau cadeau de Noël, on espère. On espère que ça puisse s'offrir dans cette période de Noël et de premier de l'an 2021, si on a la poste qui fonctionne et qu'on n'est pas encore de nouveau confiné pour X raisons. Alors pour ceux qui ne connaissent pas au coffre et le groupe, en fait là vous intervenez comme une monnaie, c'est-à-dire comme une monnaie industrielle. Vous fabriquez, vous faites une pièce sonnante et trébuchante comme une monnaie privée. C'est ça. En fait, on est dans une logique de monnaie privée. Alors,
monnaie privée, pas au sens monnaie circulante, mais monnaie au sens industriel. Au même titre qu'en France, il y a la monnaie de Paris, qui frappe des pièces en euros. Il y a des monnaies privées, qui frappent des pièces pas en euros, et dont on fait partie. Et aujourd'hui, on fait partie des monnaies privées françaises les plus actives. Et en tout état de cause, sur de la frappe de cours légaux étrangers, on est les plus actifs, après la monnaie de Paris. Donc ça, c'était un point important à noter. Et après, nous, dedans, on rajoute quand même nos spécificités. C'est-à-dire qu'on va frapper des pièces en partenariat avec des pays tiers, mais il faut que ça reste, au départ, une vraie valeur dans son esprit. Alors, OK, on a un accord avec tel pays, mais nous, notre cahier des charges de base, il doit absolument être respecté et passé. Et là, sur Veramax, on n'y déroge pas. Parce que là, un des points majeurs de la Veramax, c'est déjà qu'on puisse faire du tirage très limité dans une logique globale de tirage d'environ 2000 pièces. Donc, sur le tirage global, il y aura 2000 pièces. Mais sur ces 2000 pièces, on ne sait pas encore combien on frappera de la première, de la deuxième, etc., jusqu'à la sixième. Donc là, on a négocié une latitude là-dessus, ce qui n'était pas évident. Ensuite, on a négocié que cette pièce puisse être dans un contexte sécurité. C'est-à-dire que c'est une pièce, on ne sait pas, nous, la lancer, ça ne nous intéresse pas si on n'est pas capable de la sécuriser au maximum pour que chez vous, vous ayez une pièce déjà dont vous soyez certain de l'origine, qu'elle vienne bien de chez nous, qu'elle soit bien en or, et que c'est même une pièce qui vous été volée, potentiellement, vous ayez plus de chances qu'elle soit retrouvée si elle se retrouvait dans un recel. Donc, qu'est-ce qu'on a mis sur la Veramax? Alors, ceux qui connaissent déjà les Veramax savent de quoi je vais parler, mais je vais le rappeler. Donc, déjà, il y a notre système de proof tag, donc qui est en fait ce code à bulles qui est unique pour chaque produit sur lequel on le place. Donc, il y a en fait un système de polymère dans lequel les petites bulles se sont développées de manière complètement aléatoire. Notre partenaire qui crée les proof tags photographie chacun de ces codes à bulles. Ce code à bulles est associé à un numéro de série. Et donc, ce numéro de série, ce code à bulles et cette pièce sont appairés de manière à ce que l'un et l'autre soient en fait intimement liés sur une globalité. Donc, nous, tout ça, on l'enregistre. Et donc, quelqu'un qui va recevoir chez lui cette pièce avec son code à bulles, il est tout à fait capable, en rentrant le numéro sur le site tiers du partenaire, de vérifier que ce qu'il a sur sa pièce correspond bien à la photo qui va apparaître sur le site du partenaire. Donc là, déjà, on a un système de sécurité 3D qui est plutôt de très bonne qualité. Voilà, le proof tag et le numéro de série. Ensuite, là-dessus, on rajoute l'ADN synthétique. Alors là, c'est quelque chose d'assez magique. C'est une petite goutte d'une substance artificielle, fabriquée en usine, qu'on applique sur la pièce. Donc là, pareil, le partenaire, il faut qu'il accepte qu'on applique quelque chose sur sa pièce. Et le quelque chose en question, sa formule chimique change toutes les 50 pièces. Et on ne fait pas les choses à moitié. Dans cette petite goutte, il est intégré une mini-particule de nickel, mini-particule, donc qui est un microdot, sur laquelle est gravé le numéro de série du lot. Alors, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que cet ADN synthétique, si on le passe à lumière ultraviolette ou au crimscope, donc le genre d'appareil que utilisent les experts. Voilà, les experts, les forces de police au sens large. Imaginons que votre Veramax soit retrouvé en Afrique du Sud, des policiers en Afrique du Sud savent utiliser un crimscope et ils vont voir que cette zone est brillante. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécifique et ils savent que c'est de l'ADN synthétique. Donc ils sont à ce moment-là capables de remonter au fournisseur de l'ADN synthétique, fournisseur qui est capable de remonter à nous, et nous, avec le numéro de lot, de savoir finalement dans quel lot se trouvait telle pièce. Et donc, si en parallèle, on a un client qui a déclaré qu'il avait été volé, parce qu'on incite nos clients à le dire, si votre pièce a été volée ou si elle a changé de main, vous nous le dites, et bien en ce moment, on est capable de croiser et de dire, tiens, cette pièce appartient bien à monsieur untel. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt pas mal, qui était déjà très innovant il y a quelques années et qui le reste toujours. Voilà. Et dernier point sur la sécurité, c'est le blister inviolable. Alors, blister inviolable ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'ouvrir. Si, on peut complètement l'ouvrir, mais à ce moment-là, on se retrouve avec un résultat qu'on est incapable de remettre en sens inverse, c'est-à-dire qu'on ne peut plus recoller les morceaux. On ne le recommande pas d'ailleurs. Et non, il ne faut surtout pas le faire, voilà. Parce que si vous le faites, vous perdez toute la prime potentielle de votre pièce. Et ça, c'est le point final et majeur sur la Veramax, c'est que c'est une pièce sur laquelle nous, on souhaite que le spread soit très très faible. Et alors là,
nous, le concurrent de la Veramax, même si le poids d'or n'est pas le même, pour nous, ça reste le Napoléon. Et pourquoi on est concurrent sur le Napoléon? Parce que quand vous avez un Napoléon à la maison, vous l'avez acheté, imaginons, 200. Le cours est constant et vous le revendez 6 mois après à cours constant. Bien, vous n'allez pas le revendre 200. Vous n'allez même pas le revendre 190. Vous allez plutôt le revendre 120, 130, 140 suivant que vous êtes sur Paris ou en province. Donc ça veut dire qu'on est sur un spread qui est assez énorme. Ce qui fait que votre investissement en or, au final, était peut-être de mauvaise qualité. Bon, si en plus vous l'aviez vendu, alors sur le coup avec des plus-values, parce que le cours de l'or était parti à la hausse, etc., là vous auriez été fiscalisé. Parce que c'est une Napoléon fiscalisé dès le premier euro, etc. Donc, nous, sur Veramax, qu'est-ce qu'on voulait? Ok, le poids, effectivement, on n'est pas sur du 5,80 g d'or pur, mais plutôt sur du 3,10 g. Nous, ce qu'on voulait surtout préserver, c'était le fameux spread. Donc, quelque chose qui va valoir 200. Nous, l'idée, c'est que ça ne vaille que 14-15 euros de moins. Voilà, on est plutôt sur un spread de 7%, qui est plutôt très faible. Donc ça, c'est un point. Et comme on est sur du cours légal, on se retrouve sur la fiscalité des cours légaux, ce qui fait que pour des ventes en dessous de 5 000 euros, et 5 000 euros en Veramax, il en faut quand même quelques-unes, eh bien, vous n'êtes pas fiscalisé légalement. Donc ça, voilà, c'était l'autre point qui nous permettait, sur le coup, d'être en concurrence très très positive par rapport au Napoléon, qui est une pièce qu'on adore tous, mais qui, sur ces aspects-là, ne fait pas le job, et sur laquelle la Veramax est une réponse moderne à des problématiques d'épargnants français d'aujourd'hui. Donc sortie des 2 premières fin mai, et les suivantes, ça va se faire tous les mois, tous les 2 mois. On va avoir un cadencement, on va essayer d'en lancer tous les 3 mois, de manière à avoir lancé toute la collection d'ici à la fin de l'année, en espérant donc voilà, finir par 2 pièces fin d'année, plus le livre qui reprend toute la création qu'on a pu faire. Bien, sur ces bonnes nouvelles, on se retrouve dans quelques temps. On va garder un rythme mensuel peut-être. C'est l'idée, c'est d'essayer de se donner un rendez-vous tous les mois, parce que l'actualité de toute manière est extrêmement dense, et l'or a toujours quelque chose à raconter au regard de cette actualité, notamment économique. Et je sais que le mois prochain, on aura plein de choses à évoquer, et on aura peut-être encore un lancement de pièces. Donc voilà.